Vendredi 12 septembre 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page économique. Madagascar poursuit ses efforts pour conserver ou renouveler les avantages liés à l'AGOA. Cette semaine, différents responsables, à savoir l'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, le ministre du Commerce, le ministre des Mines, le directeur général de la douane, ainsi que les membres du secteur privé se sont réunis au sein de l'ambassade de Madagascar à Washington. Ils ont rencontré des responsables américains afin de renforcer les plaidoyers pour le maintien de l'AGOA. Les bénéfices mutuels ont été mis en avant. Reportage sur les images de Zara Jensen. L'AGOA est un accord stratégique pour Madagascar en matière d'exportation vers les États-Unis. Cependant, le gouvernement américain a décidé de le suspendre à compter de la fin de ce mois. Le gouvernement malgache continue donc de plaider pour son maintien afin de défendre les intérêts des opérateurs économiques, des investisseurs et des milliers de travailleurs qui en dépendent. Parmi les stratégies avancées figure la demande d'un délai supplémentaire ainsi que la recherche de solutions conjointes avec les Américains en vue du renouvellement de l'AGOA, a expliqué le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Si l'AGOA venait à être suspendue, l'un des premiers secteurs impactés serait celui des douanes. C'est pourquoi Madagascar propose aussi d'explorer la piste des ressources minières dont les États-Unis ont besoin afin de trouver un terrain d'entente pour préserver l'AGOA. Outre Madagascar, 5 autres pays africains concernés par l'AGOA, notamment le Kenya, le Lesotho, la Tanzanie et l'île Maurice, s'unissent également pour trouver des solutions et soutenir le plaidoyer en faveur du maintien de l'accord après le 30 septembre prochain, selon l'ambassadrice de Madagascar. Depuis lundi dernier et durant cette semaine, les responsables malgaches, l'ambassadrice, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, le ministre des Mines, la douane, le secteur privé et des lobbyistes malgaches ont mené à Washington une série de plaidoyers auprès des autorités américaines en vue du maintien de l'AGOA. Poursuivons toujours dans la page économique, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce avec ses partenaires a validé hier à Anous la stratégie nationale d'exportation de Madagascar. Dans ce secteur, de nombreuses réformes restent à entreprendre afin de permettre au pays d'occuper une place sur le marché international. Cela inclut notamment la mise en place du label Vita Malagas afin d'éviter que Madagascar ne se limite toujours à l'exportation des matières premières. Toujours un reportage sur les images de Zara Jensen. Le secteur de l'exportation à Madagascar a besoin d'améliorations afin de garantir un impact direct sur l'économie nationale. Ces améliorations passent par l'établissement d'un plan d'action, raison d'être de la stratégie nationale d'exportation adoptée hier à Anous. Elle vise l'élargissement des marchés partenaires de Madagascar au-delà des pays habituels comme les États-Unis, l'Europe ou la Chine. L'exportation s'inscrit ainsi dans une dynamique d'ouverture au monde et de valorisation des produits exportés. Selon le directeur général du commerce, Madagascar peut tirer profit des accords commerciaux internationaux comme le COMESA, la SADC ou encore la ZLECAf que nous venons de ratifier. La stratégie met également en avant la question des infrastructures, en particulier le transport, pilier incontournable des exportations pour un pays insulaire comme Madagascar. Par ailleurs, une des réformes nécessaires concerne l'amélioration des produits exportés afin d'aller au-delà des matières premières, pratique encore dominante. Il est essentiel de développer un label à travers la valorisation des produits transformés Vita Malagas. Nous pouvons le faire en se tenant la main, notamment par la coopération entre les producteurs, les opérateurs, le secteur privé et l'État malagas, ajoute le DG du commerce. Les partenaires dans la mise en œuvre de cette stratégie nationale d'exportation incluent l'Union européenne à travers le programme PADEIR inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat économique ou APE entre Madagascar et l'Union européenne. Poursuivons dans la page sociale, la collaboration avec la population locale et son éducation à prendre ses responsabilités fait partie des stratégies mises en place par le maire de la commune de Bemaswanj Ito pour apporter des changements au sein de sa circonscription. Le maire s'appuie également sur la vision du président de la République qui oriente le développement aussi bien dans le domaine social, la valorisation des femmes que dans celui du sport. Reportage toujours sur les images de Zara Jensen. Depuis ces 8 mois à la tête de la commune, les actions du maire de Bemaswanj Ito se sont concentrées sur le travail de proximité avec la population, la valorisation de la solidarité et l'éducation à la prise de responsabilité citoyenne. Les responsables doivent montrer l'exemple afin de pouvoir impulser des changements, a-t-il affirmé, tout en soulignant que les jeunes sont particulièrement accompagnés et valorisés en tant que force de développement. Il applique également la politique de développement de l'État actuel dans le développement global de la commune, notamment au niveau des infrastructures.
La commune de Bemaswing a ainsi bénéficié de plusieurs projets d'infrastructures venant de l'État, à l'instar de ce stade aux normes qui accueillera ce dimanche prochain les joueurs du Bariachan, originaires de la commune. Le maire a déclaré qu'il accorde une attention particulière au sport, car de nombreux footballeurs locaux, y compris ceux qui poursuivent leur carrière à l'étranger, sont originaires de la commune. Et 156 élèves méritant aux examens officiels du CEPE, du BEPC en bénéficient aujourd'hui de kits scolaires et d'attestations de reconnaissance offerts par l'association AMS Fuchawan Fapansun AFF et l'association des maires du district d'Antsimjan. L'association des maires regroupe 26 communes qui, en plus de leur action sociale, collaborent avec des organisations telles que l'AFF afin de valoriser le domaine de l'éducation dans le district d'Antsimjan. Cette initiative inclut la remise de fournitures scolaires aux 6 meilleurs élèves de chaque commune ayant passé les examens officiels. La cérémonie de remise des kits scolaires et des attestations s'est tenue aujourd'hui à Bemaswing aussi. Restons toujours dans cette page sociale et toujours dans ce cadre de remise, la cérémonie justement de remise d'équipements de contrôle et de mesure du mercure dans l'environnement visant à renforcer la lutte contre la pollution à Madagascar s'est tenue ce matin au ministère de l'Environnement à Apinginumbi. Ces équipements visent à améliorer les capacités opérationnelles des policiers de l'environnement dans leur mission de prévention, de constatation et de répression des infrastructures et des infractions environnementales. Le reportage de Mervlat Sferen et Bras Denilson. Face aux 3 crises planétaires majeures que sont le changement climatique, la pollution et l'érosion accélérée de la biodiversité, Madagascar intensifie ses efforts pour protéger l'environnement et la santé humaine. C'est dans ce cadre que s'est déroulée la remise officielle des 23 dispositifs portatifs de détection des gaz d'échappement ainsi que d'équipements de protection individuelle destinés à garantir l'efficacité des missions confiées aux 60 officiers de police judiciaire de l'environnement répartis dans les régions du pays. Un appareil portable de dosage du mercure dans l'air, l'eau et le sol a également été remis au Bureau national Minimata grâce au projet Planète Gold Madagascar. Cet appui vient renforcer les capacités des policiers de l'environnement dans leur mission de prévention, de contrôle et de répression des atteintes à l'environnement. Par ailleurs, le contrôle de la qualité des émissions des véhicules s'inscrit dans une collaboration étroite entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère des Transports, l'Agence des Transports terrestres, ainsi que la Gendarmerie nationale à travers la Direction générale de la sécurité routière. Le projet Planète Gold Madagascar est financé par le Fonds de l'environnement mondial, ou FEM, et mis en œuvre sous la supervision de l'ONUDI, agence d'exécution du FEM. Il s'inscrit dans la mise en œuvre de la Convention internationale du Minimata sur le mercure, qui vise à protéger l'environnement et la santé humaine contre les rejets de mercure, une substance chimique dangereuse pour la santé et l'écosystème. Et la cérémonie militaire de passation de service et de remise de fanion à la direction centrale du commissariat des armées ou des DCCA s'est tenue ce jour au camp intendant général Rassoul Malal à Jean-Jacques à Soniran. Elle a marqué la passation de commandement et la remise du fanion entre le général de division aérien Ranjianirin Jean-José Désiré, directeur sortant de la DCCA, et l'intendant général Samsé Assimo Andjiamial, nouveau directeur. Reportage toujours de Mervlat Sferen et Bras Denilson. La direction centrale du commissariat des armées, abrégé des DCA, est l'une des entités de l'état-major général des armées, assumant des missions stratégiques au sein des forces armées. L'appui logistique et la gestion des matériels, la coordination de l'alimentation, des uniformes et de l'ensemble des équipements nécessaires aux militaires, la gestion des ressources humaines et matérielles destinées à soutenir les soldats à travers tout le territoire, afin qu'ils puissent bénéficier de leurs droits fondamentaux et accomplir pleinement leur mission. Lors de son allocution, le ministre des Forces armées, le général de cœur d'armée Saïvé Lalamounza Delphin, a affirmé placer toute sa confiance dans ce nouveau directeur de la DCCA pour poursuivre et améliorer les actions déjà entreprises par son prédécesseur, tout en apportant une nouvelle vision et des stratégies efficaces en matière de soutien aux forces armées malagasy. Il a exhorté les responsables et le personnel de la DCCA à prendre exemple sur Saint-Martin, leur parrain et protecteur, qui a montré l'exemple à travers son dévouement, son aide aux plus démunis et ses actions caritatives. Vous devez vous consacrer au service de tous et non chercher à être servi, a-t-il conclu.
Il convient de rappeler que le relèvement du montant de la prime globale d'alimentation des militaires afin de l'adapter au coût de la vie constitue une initiative et une instruction particulière du ministre des Forces armées actuel. De grands efforts ont également été déployés par l'armée malgache et l'État malgache dans le domaine de la modernisation et de l'uniformisation des tenues militaires destinées à accompagner les soldats dans l'accomplissement de leur mission à travers l'île. Et les responsables au niveau du 6e arrondissement ont bénéficié mercredi dernier d'une formation sur la lutte contre la traite des êtres humains organisée par le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains ou BNLTEH. De nombreux responsables étatiques ignorent encore ce phénomène de traite des êtres humains et la formation figure parmi les stratégies mises en place par le BNLTEH pour y remédier. Reportage. Cette sensibilisation des responsables locaux s'inscrit dans la stratégie du BNLTEH, un organe rattaché à la primature, dans sa lutte contre la traite des êtres humains. Celle-ci se manifeste notamment sous forme d'esclavage moderne, d'exploitation financière, d'abus sexuels et prend diverses formes au sein de la société. Souvent, ces phénomènes se déroulent sous les yeux même des responsables, mais ceux-ci n'en ont pas conscience, d'où l'importance de ce type de formation et de sensibilisation menée par le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, lorsqu'un cas avéré de traite des êtres humains se produit, il existe déjà des structures compétentes pour recevoir les signalements, telles que les forces de l'ordre ou encore le BNLTEH. Les responsables du 6e arrondissement ont souligné l'importance de ce genre de sensibilisation et estiment qu'elle devrait être menée régulièrement afin de prévenir les cas de traite des êtres humains au sein de la société. 31 responsables des districts et des Fukuntans du 6e arrondissement ont bénéficié de cette formation du BNLTEH mercredi dernier. Après cette formation, ils seront en mesure de transmettre leurs acquis au sein de leurs communautés respectives, permettant ainsi à la population de signaler d'éventuels cas de traite des êtres humains. Restant toujours dans cette page sociale, le taux d'inscription a augmenté de 35% pour cette nouvelle année scolaire par rapport à l'année précédente, selon une enquête réalisée aujourd'hui dans une école 6 à Anuspachen. Pour les parents, le choix d'une école ne repose pas seulement sur l'enseignement de base, la présence d'activités variées favorisant l'épanouissement intellectuel des enfants et surtout l'utilisation de nouvelles technologies à l'école fait également partie de leurs critères. Reportage signé Fandesina Nirei et Yves Janel. Les parents se sont montrés particulièrement motivés à inscrire leurs enfants à l'école cette année, notamment dans cet établissement d'Anuspachen. Au-delà des résultats aux examens et des compétences générales des élèves, la diversité des activités proposées à l'école est jugée essentielle par les parents. Ces activités contribuent au développement des enfants et renforcent leur confiance en eux. L'enseignement dans cet établissement évolue, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar. L'école veille aussi à toujours boucler le programme scolaire. À noter que selon le calendrier scolaire 2025-2026, les prochaines vacances scolaires sont prévues pour le 24 octobre. Et dans l'actualité sportive de ce soir, les demi-finales et la finale du tournoi de foot à 7 organisé par Viva Football Interentreprise se tiendront ce dimanche au terrain Spantana Bypass. Les équipes qualifiées pour ces matchs sont les mêmes que celles qui ont atteint ce stade lors de la première édition. Anzar Adonaville nous en dit plus. 4 équipes tenteront de décrocher le trophée lors des demi-finales, puis de la finale du tournoi Viva Football Interentreprise qui se tiendra ce dimanche au stade Spantana Bypass. Ces 4 demi-finalistes qui sont exactement les mêmes que ceux de la première édition de l'an dernier, preuve de leur compétitivité. Ce tournoi organisé par Viva a pour ambition de renforcer la cohésion entre les employés des différentes entreprises participantes. Au-delà du sport, c'est également un moment de partage, d'échange et de convivialité entre collègues issus de diverses entreprises. Petit rappel des affiches de ces demi-finales de cette deuxième édition de Viva Football Interentreprise à 8h. Futur Textile affrontera Somadis et à 8h30, Someto s'opposera avec l'équipe du taxi agréé Aéroport Ivat. Les équipes vaincues lors de ces demi-finales joueront pour la 3e place, tandis que les vainqueurs se disputeront le titre de champion 2025 lors de la finale prévue dans l'après-midi. Nous ouvrons les activités culturelles de ce week-end avec le duo Mahir et Nani au Foresto Ivatu. Vous pourrez à la fois savourer un bon repas et profiter des voix uniques de ces deux artistes. Ils interpréteront des chansons d'amour et des variétés culturelles. Pour les amateurs de chansons à texte, rendez-vous ce soir au Golden Cheers Isurak avec Samuel et son groupe.
Toujours à Isourak, mais cette fois au Sakamang, Bigamji fera vibrer le public avec ses rythmes endiablés. En parallèle, une soirée brochette se tiendra comme chaque vendredi. Le groupe Electroma, connu pour son mélange d'électro, de jazz-funk et de rock, se produira à la Teinturie Tiaden. Ce groupe est né à la suite du festival jazz Tutubatu. Pour samedi, direction le Stade Barré, dès 10h pour les passionnés de guitare. Eric Manan, Colibert, Nzil, Tielun, Lolo Sintaren ainsi que Mahaleo seront au rendez-vous. Et dans le cadre de la célébration de ses 25 ans de carrière, Toufjay offrira un concert à ses fans au Makai Analamaït dès 21h. Le dimanche, le Tafaglit se clôturera au Stade Barré. Les groupes Lolo Sintaren, Feugas, Zanjgas, Mahaleo et sa relève viendront mettre un point final à l'événement à partir de 10h. Enfin, pour les amateurs de chants religieux, rendez-vous à Nzamanch à partir de 13h avec les célèbres chorales Tanuramasna Itos, Ampefiti, Nikoraït et Osan. Et dans les actualités internationales de ce soir, le procès aura tenu en haleine tout le Brésil. Reconnu coupable de tentative de coup d'État, Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison. C'est historique au Brésil. Jamais un président brésilien n'avait été jugé ni condamné pour des faits similaires, rapporte une correspondante pour France 24 à Rio de Janeiro. Oui, c'est la fin d'un procès qui tenait en haleine tout le Brésil. Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison, reconnu coupable de tentative de coup d'État. C'est historique au Brésil. Jamais un ancien président n'avait été jugé puis condamné pour des faits similaires. On le rappelle, le Brésil n'a jamais jugé les dignitaires du coup d'État de 1964, ni même pour leurs crimes. C'est donc la fin d'un procès historique. Ce jugement, c'est la rencontre du Brésil entre son passé et son avenir, s'est exprimée la juge Carmen Lucia. Un bilan de la démocratie a surenchéri le juge Flavio Dino. Alors de son côté, Jair Bolsonaro, le fils de l'ancien président, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a affirmé que le tribunal avait condamné un innocent qui n'osait pas se plier à un dictateur nommé Alessandro Moraes. À la sortie du tribunal, l'avocat de Jair Bolsonaro ne s'est pas exprimé. Il a simplement dit qu'il voudrait que son client purge sa peine à domicile en raison de son état de santé. Et aux États-Unis, l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk va entraîner des ressentiments dans le monde politique américain. Il y aura un avant et un après aux États-Unis. Analyse de Mathieu Mabin, correspondant de France 24 à Washington. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Donald Trump a pris l'initiative de communiquer avant les autorités en charge de l'enquête. Donc je vous propose de plutôt prendre les choses dans l'ordre inverse. On s'attend d'un moment à l'autre à une communication du FBI, on va en parler. Mais ce qui a un peu sidéré l'Amérique, et il est encore tôt ici, c'était avant 8 heures, heure de Washington, c'est cette déclaration effectivement de Donald Trump qui semble tout simplement ne pas avoir dormi. Ce ne sont pas ses horaires habituellement. La déclaration laconique de Donald Trump, I think we have him. Je pense que nous l'avons. Ce sont les mots du président américain. En un instant, ces quelques mots ont suffi à figer l'actualité ici aux États-Unis, puisque depuis l'assassinat de Charlie Kirk, l'événement revêt une telle ampleur ici aux États-Unis qu'il a effacé toutes les autres actualités. Les chaînes de télévision ne parlent plus que de cela, ne diffusent plus que ces captures d'écran, ces photos que vous avez diffusées également du tireur présumé. Hier soir, c'est le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, lui-même, qui avait tenu à extraire le cercueil de l'influenceur américain après qu'il avait prêté son propre avion Air Force 2 pour transporter la dépouille de celui qui est dans l'imaginaire collectif désormais le martyr, l'enfant prodige des conservateurs américains. Les autorités en charge de l'enquête et surtout de la traque communiquent assez peu, on l'a dit, mais ça ne va pas tarder. Un peu de détails au moment où nous parlons donc, mais selon la Maison-Blanche et Donald Trump lui-même, c'est la publication de ces captures d'écran, évidemment, sur lesquelles apparaissent le visage et la silhouette du tireur présumé, on l'a dit, qui a permis son arrestation sur dénonciation d'un de ses proches. Tout ça est à prendre au conditionnel. C'était exactement l'objectif
l'objectif recherché, évidemment, est finalement un mode d'action tout à fait classique ici aux États-Unis. Un signalement accompagné d'une récompense en dollars sonnants et trébuchants, 100 000 $, disait-on. Ces 3 derniers jours, la pression qui s'exerçait sur le FBI, immédiatement en charge de l'enquête après que les autorités de l'Utah ont été dessaisies du dossier, la pression était considérable et le directeur du FBI lui-même, Kash Patel, semblait à la manœuvre en personne. Un peu comme si l'administration Trump tout entière avait décidé de faire une affaire personnelle de l'assassinat de leur influenceur préféré. Or, c'est le cas. Des détails plus précis que ceux qui viennent d'être livrés par le président américain ne vont plus tarder, on l'a dit, à être communiqués, cette fois par les autorités fédérales, le FBI en tête bien entendu, et on saura notamment si la personne interpellée est d'une part effectivement la personne qui apparaît sur les fameuses photos, et surtout si les données biométriques prélevées sur le terrain peu après le tir et sur l'arme supposée du crime correspondent à l'individu. Nous sommes donc peut-être face à l'épilogue de la première phase d'un drame qui va considérablement et a considérablement déjà modifié le climat politique ici à Washington et aux États-Unis. Il est probablement difficile pour vous à Paris de vous représenter l'ampleur du psychodrame que l'assassinat de Charlie Kirk a suscité ici, mais son influence est telle dans les consciences conservatrices qu'on assiste depuis quelques jours à une sorte de canonisation politique qui va venir nourrir les mythes et légendes du Trumpisme ici à Washington et partout aux États-Unis. Alors, votre exemple est tout à fait juste et c'est exactement ce que redoute l'opposition démocrate ici. Une opposition démocrate qui a compris le climat qui règne ici, dans la capitale américaine et un peu partout aux États-Unis, mais c'est particulièrement vrai au Capitole, au Congrès des États-Unis où se rencontrent élus démocrates et républicains. Et j'inclus les ultra-républicains, ceux pour qui Charlie Kirk était une voix quotidienne et l'espoir en la jeunesse américaine qu'il incarnait également. Évidemment que ce ressentiment va, pour un temps en tout cas, être une forme de blanc-seing pour le président des États-Unis, un blanc-seing pour tous les excès en réalité. Et c'est encore une fois tout ce que redoute l'opposition démocrate et je dirais plus largement quiconque souhaite garder la raison après cet événement que l'on peut clairement qualifié d'événement traumatique pour la moitié conservatrice de ce pays, ou au moins pour la moitié républicaine, et au-delà en réalité, puisque même si beaucoup de réactions tout à fait inappropriées de la part de militants de l'ultra-gauche, comme les qualifie Donald Trump, même si ces réactions qui ont inondé les réseaux sociaux ces derniers jours ont renforcé l'antagonisme entre conservateurs et progressistes, il y a quand même des voix chez les démocrates qui appellent également au calme et qui redoutent effectivement les effets d'une telle polarisation. On sait que la société américaine est une société fracturée socialement, culturellement et donc politiquement, idéologiquement en tout cas. Rappelons également que cet influenceur, ce jeune influenceur américain qui a participé à sculpter les consciences de la jeunesse conservatrice durant les 2 campagnes présidentielles, ces 2 campagnes présidentielles qui ont conduit Donald Trump au pouvoir, revendiquait aussi son identité chrétienne et sa foi chrétienne. Cela va entraîner dans le sillage de ce drame effectivement le ressentiment aussi de la moitié chrétienne de l'électorat américain. Il y aura un avant et un après cette affaire, c'est certain, et tout ce que ce pays compte de raisons politiques au moment où nous parlons est mobilisé pour tenter d'atténuer les excès de toutes sortes et notamment les excès dans le domaine de la sécurité comme vous l'évoquiez. L'attaque sans précédent menée mardi par Israël visait des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas réunis dans un complexe résidentiel en plein cœur de Doha, capitale du Qatar, pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. France 24 nous en dit plus. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Qatar réaffirme sa volonté de continuer à jouer son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza.
Une promesse assortie de critiques envers Israël, auteur d'une frappe sur Doha mardi. Les extrémistes qui dirigent aujourd'hui Israël ne se soucient pas des otages. Ce n'est pas leur priorité. Autrement, comment pourraient-ils justifier le moment choisi pour leur attaque ? Les 15 membres du Conseil de sécurité, unanimes à l'exception des États-Unis, condamnent Israël. Mais malgré ces récriminations, l'ambassadeur israélien menace de frapper à nouveau si le Qatar continue d'abriter des représentants du Hamas. L'histoire jugera les complices. Le Qatar doit condamner le Hamas, l'expulser et le juger. Sinon, Israël s'en chargera. Jeudi à Doha, les funérailles des 5 membres du Hamas et de l'agent de sécurité qatarien tué par les frappes israéliennes ont eu lieu. Cette attaque vient accélérer l'évolution géopolitique du Moyen-Orient. Au lendemain de la déflagration, le président des Émirats arabes unis et l'émir du Qatar affichent leur grande complicité. Une scène inimaginable il y a encore quelques années quand Abu Dhabi accusait Doha de soutenir des groupes terroristes. Alors que les États-Unis peinent à concilier soutien à Israël et préservation de leurs autres partenariats régionaux, la réception vendredi du Premier ministre qatarien à la Maison-Blanche sera pour Washington l'occasion de tenter de rassurer Doha. Un objectif bien difficile à atteindre, alors que les dirigeants du Golfe s'interrogent désormais sur la réalité de la garantie de sécurité des États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Ingemalal. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.